cœur de la mêlée, émission spéciale jusqu'à 19h sur Sud Radio. Qualification de l'UBB pour la finale de la Champions Cup. Victoire 35-18 sur le tenant du titre, le Stade Toulousain battu au Matmut Atlantique. Pour en parler, pour débriefer, vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. Mais on est ravis d'accueillir nos consultants Philippe Spanghero et Yohan Huget. Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Oui, ça y est, le verdict est tombé dans ce choc que l'on attendait entre l'UBB et Toulouse. 5 essais inscrits par les Bordelais, 5 dont un doublé de Louis Biel-Biarré, avec un essai notamment au retour des vestiaires qui a été absolument somptueux à la 42e minute. Yohan, pour commencer, Yohan Huget, ta réaction un peu sur d'abord l'élimination des Toulousains. Honneur aux vaincus qui aujourd'hui ont été entre guillemets battus, ou en tout cas pas surclassés, mais en tout cas bien battus par leur adversaire. Ouais, c'est ce que tu as bien résumé, François. Ils ont été pris devant, ils ont rivalisé aussi, mais voilà, il manquait quelque chose. On peut trouver les excuses qu'il manquait les blessés certainement. Voilà, j'ai trouvé une équipe du Stade Toulousain, on va dire ordinaire. Ouais, d'ailleurs, il y a quelques éléments qui permettent d'étayer vos propos, messieurs. Le Stade Toulousain qui finit à 78% de plaquage réussi, ce qui est quand même très loin de ses standards. 9 ballons perdus au sol, là aussi, c'est très loin de ses standards. Et puis, au global, une équipe qui a manqué un petit peu de durée dans ses possessions. À chaque fois qu'elle a réussi à imprimer plus de 10 temps de jeu, elle a scoré, mais ça a été très très rare dans cette rencontre. Ouais, mais tu veux pas mettre plus de 10 temps de jeu avec des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à leur poste. Alors oui, ils sont très bons, mais Thomas Ramos, Antoine, voilà, dans les moments clés, ces joueurs-là, tu peux dire ce que tu veux, mais ils te manquent. Ouais, c'est l'explication que tu mets en avant en premier, toi, Philippe Spanghero, sur cette défaite du Stade Toulousain. Alors forcément, ce niveau de joueur et cette expérience dans les temps forts, elle a fait défaut au Stade Toulousain. On a vu quand même un manque de réalisme important du Stade Toulousain dans les zones de marque, parce que il y a eu un gros travail d'occupation de la part de l'UBB. On a vite lu leur stratégie, mais ils l'ont très très bien appliquée, parce qu'entre vouloir adapter une stratégie et puis la mettre en place, c'est souvent difficile. Mais en tous les cas, dans l'occupation au jeu au pied, ils ont été excellents, l'UBB. Ils ont été très forts en défense pour garder le stade dans leur camp. Mais malgré tout, quand on regarde les stats, on a un UBB à 41% de possession. C'est-à-dire qu'ils ont laissé quand même le ballon au Stade Toulousain. Et le ballon, le Stade Toulousain l'a eu beaucoup dans les zones de marque de l'UBB, mais sans pouvoir scorer. Parce que comme l'a dit Alex, quand ils ont eu plus de 10 temps de jeu, ils ont réussi à marquer. Mais il y a 9 contre-ruck. Et donc, ils ont eu du mal à garder le ballon. Donc voilà, ça s'explique pas que par l'absence d'Antoine Dupont et Thomas Ramos, même si ces deux joueurs, dans ce combat, dans le jeu au pied d'occupation, ils auraient certainement apporté beaucoup au Stade Toulousain. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles d'occupation et tu parles des absents. Là, par exemple, dans ce match, Paul Graou, il fait 15 coups de pied. Maxime Lucu en fait que 9. Et pourtant, chaque coup de pied de Maxime Lucu m'est resté quasiment en mémoire. Alors que les 15 de Paul Graou sont, on va dire, un peu plus banals, quoi. Mais ceux de Maxime Lucu sont tous déterminants. Et c'est ça qui est impressionnant. Maxime Lucu, aujourd'hui, il fait 9 coups de pied. Sur l'occupation, il a été très impressionnant. Il y a des tentatives de 50-22 qui sont magnifiques. Et puis, il fait un 17 sur 18 au plaquage, aujourd'hui, Maxime Lucu. C'est énorme. C'est le meilleur plaqueur du match. L'explication de la victoire de l'UBB passe aussi en partie par la qualité du match de sa charnière, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui a été nommé homme du match et qui, dans ce duel à distance avec Romain Tamac, on peut dire, a remporté ce match aujourd'hui. Donc bien sûr que ce que je disais juste avant, c'est que certainement quand on parle des absents toulousains, et en particulier de Ramos et de Dupont, dans cette bagarre du jeu au pied d'occupation, ils ont très certainement fait défaut au Stade Toulousain. Ouais, tiens, c'est marrant parce qu'en ce moment on voit des images où on voit les vestiaires bordelais où on savoure autour d'une bière 0%, puisque désormais on boit plus d'alcool dans les vestiaires, et puis des pizzas. Voilà, on partage une pizza. Voilà, alors que sur le terrain, Mathieu Jalibert et Thomas Ramos, qui est en civil puisqu'il était blessé, sont en train de discuter. Est-ce que c'est quand même au-delà de toutes ces considérations tactiques, Yohan, est-ce que c'est aussi une revanche que l'UBB s'est offerte par rapport à
au désastre, au naufrage de Marseille d'il y a 10 mois. On a senti quand même une volonté, on a senti une hargne, après, une agressivité. Tous les éléments, François, étaient réunis. C'est vrai. Au-delà des absences toulousains, tu reçois chez toi. Tu sais que le Leicester derrière a perdu, donc ça te laisse une possibilité d'avoir une finale ouverte. Tu reçois un Toulousain qui est amoindri. Aujourd'hui, l'UBB avait les planètes alignées pour s'imposer. Maintenant, ils n'ont rien gagné. Donc, certes, c'était une revanche qu'ils avaient à prendre face à Toulouse sur la dernière finale. Mais sur eux-mêmes, déjà, sur eux-mêmes. Ouais, le fait de rivaliser à une période différente de la saison, sur un match qui compte. Voilà, donc aujourd'hui, ils se sont prouvés qu'ils pouvaient rivaliser avec l'un des plus grands clubs sur les matchs qui comptaient pour pouvoir l'emporter. Ouais, Philippe, sur ce sujet-là, c'est une victoire de l'envie aujourd'hui pour cette première finale de l'UBB. Ouais, c'est très certainement une victoire de l'envie parce qu'il y a eu un moment quand même, ce carton jaune, j'ai eu peur pour l'UBB au moment du carton jaune. À 25-18, le match il peut basculer. À 25-18, le match peut basculer, puis on sent que les Toulousains reprennent confiance, le coaching est très bon, notamment les entrées de Mercler et Gelon qui remettent le stade dans l'avancée parce qu'on a vu une équipe toulousaine assez en difficulté pour gagner des mètres. Et donc cette entrée de Mercler et Gelon, elle fait du bien, elle remet le stade dans le sens de la marche, ils sont en supériorité numérique. Et puis j'ai plus les actions en tête exactement, mais dans cette période de supériorité numérique, il y a 2 ou 3 temps forts, notamment dans les zones de marque de l'UBB où ça score pas, notamment une passe en touche. Oui. Et puis Philippe, cette période-là d'infériorité numérique, elle est conclue par un grattage toulousain, qui est un grattage Bordelot-Béglé, qui fait énormément de bien à l'instant. Ouais, de Tamifoun, exactement. À l'instant, oui, là, Laurent Marty. À l'instant, Laurent Marty là sur Beansport dit ça a été il a dit, je reprends les mots de Guinoves, un match de phase finale c'est un bras de fer, quand on a égalité c'est à celui qui lâche en premier, et j'ai eu la sensation aujourd'hui que mon équipe a refusé de perdre. On a refusé de perdre. Le rugby, ce ne sont pas que des grandes envolées et du mouvement, c'est aussi de la défense et du mental. Et voilà à l'instant les mots de Laurent Marty. C'est ce qu'on a vu parce que c'est vraiment là à ce moment-là qu'on a vu le caractère collectif de l'UBB, notamment dans la bagarre sur les zones de ruck, parce que ils ont répondu présent tout le match. Mais c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'ils ont fait la guerre aux Toulousains sur tous les rucks. Autour des rucks, ça a été très compliqué pour sortir les ballons. Et je suis assez d'accord avec ça. Ils ont refusé de perdre aujourd'hui. Après, pour répondre à la question de François tout à l'heure. Bien sûr, ils prennent une revanche, mais je suis d'accord avec Yohan, cet UBB-là, il n'a rien gagné encore, et on sait, et c'est là tout le travail de Yannick Bru peut-être et son staff avec l'expérience. Mais en fait, ils ne sont pas encore affranchis. Non, mais c'est dur de... Est-ce que vraiment cet UBB s'était dit, on passe la marche Stade Toulousain, c'est une marche à passer comme une autre, parce qu'on veut être champion de cette Champions Cup, et puis il faut passer par Toulouse. Mais quand tu joues contre Toulouse en phase finale, en plus avec le traumatisme de la finale l'année dernière, il ne faut pas en faire l'objectif final parce qu'on a X exemples qui montrent que se remobiliser après, c'est difficile. Et puis, quand on voit la performance de Northampton hier, on se dit que c'est quand même encore un énorme morceau qui attend l'UBB. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'avec cette victoire, ils ont chassé une partie de leurs démons. Ils ont chassé une partie de leurs démons, effectivement, ces Bordelais, donc, qui vont connaître une première de la Champions Cup, bien sûr, alors que je suis victime d'un sabotage. C'est Quentin qui ferme mon micro. C'est génial. Voilà, mais c'est du sabotage en direct sur Sud Radio. Pour une fois que c'est pas Johan. Mais d'ailleurs, juste un tout petit, c'est très drôle ce qu'a dit Louis Bielbiarré encore une fois chez nos amis de Beansport au micro d'Eric Bonneval à l'instant. Il dit sur le coup de pied de renvoi. Alors, la question d'Eric Bonneval, c'est sur le coup de pied de renvoi et votre essai à la 40e et 20 secondes, est-ce que c'était prévu? C'est très drôle parce que Louis Bielbiarré, il dit ah non du tout. Mathieu, il récupère le ballon, je lui dis de taper et après il joue au con. En me donnant la balle et ça fait un essai de 80 mètres. Mais c'est incroyable quand même. Les mecs sont et je mets des guillemets, des gamins, ils s'éclatent. Mais ce qui est drôle, c'est que Jalibert dit un peu plus tôt que c'est Louis qui l'appelle et donc il la joue parce que Bielbiarré l'appelle et Bielbiarré dit que non, lui il l'appelle mais pour qu'il tape. Donc c'est plutôt ça qui est sympa aussi dans cet échange à distance, puisque les deux se sont succédés au micro des confrères de Beansport. Bon, on va peut-être
peut-être juste bien sûr parler tout au long de cette heure avec vous, Philippe et Spanghero et Johan Huget de ce match, avec vous aussi au 0826 300 300. On va aussi revenir sur un autre temps fort de l'après-midi, puisque voilà, il n'y a pas qu'un seul club en finale le week-end du 24 mai à Cardiff. Il y en aura un deuxième, ce sera Lyon, et on va en parler dans un instant avec un des joueurs lyonnais qui a été auteur d'un essai. C'est Vincent Rattez qui sera avec nous en direct international, ailier du Loup, bien sûr, pour en reparler. Donc vous voyez, on est au cœur de la mêlée, au cœur de l'info. Vous restez avec nous en direct, bien sûr, et on se retrouve dans un instant. Au cœur de la mêlée pour parler de ce week-end de Champions Cup et de Challenge Cup. Voilà, on rappelle la qualification de Bordeaux-Bègles aux dépens du Stade Toulousain. L'UBB qualifié pour la finale de la Champions Cup, la grande Coupe d'Europe. Ce sera samedi 24 mai à Cardiff. Et puis bien sûr, la veille, il y aura le vainqueur de cet après-midi entre Lyon et le Racing. Ce sont les Lyonnais qui l'ont emporté 29-15. Les Lyonnais que l'on aura dans quelques minutes au téléphone. Revenons quand même sur cette qualification de l'UBB. D'abord sur l'élimination du Stade Toulousain. C'était le tenant du titre, Johan Huget et Philippe Spanghero, le tenant du titre peut-être trop affaibli aujourd'hui, mais qui va devoir, et Johan, tu as connu ce type de saison aussi, où il faut rebasculer sur un unique objectif. Voilà, ça veut dire que ça éclaircit un peu l'horizon, voilà, même si forcément il y a de la déception ce soir. Forcément, il y a de la déception parce que c'est programmé pour gagner à Toulouse. Tu tombes à une marge d'une finale et on connaît Toulouse en finale. Maintenant, on a déjà connu des défaites en demi-finale et dans le point positif, c'est qu'ils vont pouvoir se régénérer sur cette phase de barrage et aussi de finale de Champions Cup. Donc, sincèrement, c'est un mal pour un bien parce qu'on sent l'effectif qui tire un peu sur la corde et voilà, ils sortent d'un doublé déjà. Ils font une saison exceptionnelle d'aller jusqu'en demi. Donc, mais Toulouse qui perd en demi, c'est synonyme de champion de France derrière. Ouais, c'est souvent ça. On redimensionne la saison, Philippe Spanghero. Tout n'est pas perdu ce soir pour le Stade Toulousain qui va concentrer son énergie sur le top 14 et on va dire entre guillemets, ça peut être un mal pour un bien ce soir. Ouais, je suis d'accord avec Johan et on sent un effectif toulousain un peu émoussé avec des blessures de joueurs cadres et puis quelque part, on l'a vu depuis quelques semaines, on a un Stade Toulousain qui surdomine pas cette phase de finale de Champions Cup. Elle n'a pas été vraiment dominée par les Toulousains. Alors, je m'explique, mais ils ont eu des matchs quand même au forceps sur toutes les phases finales de Champions Cup. On les a sentis moins dominateurs que les années d'avant. Après, c'est cruel avec le Stade Toulousain, mais c'est aussi le lot de ce club. On les attend tellement au bout de toutes les compétitions à chaque fois qu'on a quasiment l'impression là d'une contre-performance parce que c'est le champion en titre, parce que c'est Toulouse, mais ils surdominent le top 14. Ils vont se donner assez d'air, je pense, pour pouvoir faire tourner l'effectif et régénérer un peu les organismes pour être prêts sur la phase finale en top 14 et ils seront très durs à prendre. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est une saison qui n'a pas souri en termes de gestion d'effectifs et de blessures de joueurs cadres, même encore cette semaine. Parce que on parle bien sûr de Ramos et Dupont, puisqu'on a parlé du poids sur le jeu et puis notamment sur le jeu au pied. Mais il y a la blessure de Movaca aussi qui fait défaut, même si le jeune Cramon fait une très bonne rentrée. Donc voilà, Kinghorn aussi. Donc il manquait quand même des joueurs d'expérience au Stade Toulousain. À l'UBB aussi, malgré tout, même si ça a été quand même occulté un peu par les absences toulousaines. Mais en tous les cas, bien sûr, ils seront toujours aussi durs à prendre à la fin. Ouais, effectivement. Ça se passe comment dans la maison Toulouse, Johan, quand il y a ce type d'élimination en demi? C'est déjà arrivé, c'était la 7e demi-finale consécutive et c'est la 5e défaite à ce stade de la compétition. Il y avait eu beaucoup le Leinster qui avait été un obstacle dur à surmonter les précédentes saisons. Mais il y a quoi? Il y a des départs en stage. Comment ça s'organise après quand il n'y a plus qu'un seul objectif côté toulousain? Tu te remobilises dès le lundi où clairement c'est d'aller chercher le titre et tout le club se focalise là-dessus. Mais il n'y a pas de déception. Elle est vite digérée parce que t'as la chance que la saison ne soit pas finie. Comme quand tu gagnes la H-Cup, la saison n'est pas finie. Donc à Toulouse, on a cette particularité de vite tourner de compétition quand elle s'arrête et voilà, là c'est sûr que pendant 48 heures
tout est remis en question et après le lundi, dès le premier entraînement, tout roule, mais en termes de gestion d'équipe, peut-être ça va faire tourner un peu moins parce que il y aura pas cette finale à préparer, se préparer peut-être avec, comme on dit, il y a pas forcément une équipe type, mais d'avoir un maximum de repères pour les demi et peut-être plus. Ouais, plus bien sûr, comme le Stade Toulousain l'ambitionne et le mérite. On va écouter Hugo Mola qui était au micro il y a quelques minutes, quelques secondes même de Nicolas Delage. Hugo Mola, l'entraîneur toulousain. On n'est pas loin à plusieurs reprises de pouvoir basculer le match un peu différemment, mais au moment où tu reviens, au moment où ils prennent le carton, tu marques, puis derrière tu reprends des points, et plein de petits moments clés du match qui n'ont pas forcément tourné en notre faveur. Donc je réitère et je persiste. Bravo à Bordeaux, et on sera, en tout cas pour ma part, supporter du club français en finale de Champions Cup. Attends aussi. Ouais, beaucoup de sportivité quand même. On l'a vu aussi entre ces deux équipes, même s'il y a une rivalité. Mais elle a l'air en tout cas plus respectueuse, Johan, juste pour conclure sur ça, puisqu'on va basculer après sur la finale de Challenge. Mais en tout cas, elle a l'air plus respectueuse que la rivalité Stade Toulousain, Stade Rochelet. Parce qu'il y avait eu des articles dans la presse de la part du manager de La Rochelle, on s'en souvient. Et puis, c'est toujours cordial entre Laurent Marty et Didier Lacroix. Ils se fréquentent, ils se voient quasiment chaque semaine, que ce soit à la Ligue ou même à Toulouse. Donc, il y a beaucoup de respect, et surtout par rapport à la construction du club également depuis des années. Et le modèle toulousain a été mis en avant aussi par Laurent Marty. Mais voilà, par rapport à ça, déjà quand il y a deux présidents qui se respectent derrière, ça se respecte aussi. Et nous, on respecte bien sûr le conducteur. Voilà, notre timing. On va faire une petite pause et puis parler de la qualification du Loup en finale de la Challenge Cup avec Vincent Rattès qui sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée pour revenir sur cette journée folle de Champions Cup, deux clubs qualifiés pour les finales, l'UBB pour la Champions Cup et le Loup pour la Challenge Cup. Les Lyonnais vainqueurs du Racing 92, 29-15. Avec nous en direct, un des Lyonnais, auteur du premier essai du Loup. C'est Vincent Rattès qui est avec nous en direct sur Sud Radio, aux côtés de Johan Huget, de Philippe Spanghero. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine qu'il y a de la joie quand même quand on voit le début de saison du Loup, et aujourd'hui, voilà, vous luttez pour le top 6 en top 14 et vous êtes qualifié pour affronter Basse en finale de la Challenge Cup. Ouais, non, il y a de la joie. C'est sûr que c'est un petit peu une récompense par rapport au début de saison où on a eu quelques points de retard et on a su cravacher. Et voilà, je pense que c'est une juste récompense pour ce groupe qui bosse beaucoup. Et voilà, on essaie de jouer les deux tableaux, même si on sait que le top 14 est super compliqué et que ça va être dur de passer dans les 6. Mais voilà, on a réussi à accrocher une finale pour le club et pour nous récompenser un peu. Donc ça, on est très content. Ouais. En espérant. Ouais, vas-y Alex. Vincent Rattès, sur quel point le Loup Rugby a progressé ces derniers mois depuis l'arrivée de Karim Ghezal? Qu'est-ce que ça a enclenché en vous dans l'effectif? Je pense qu'on avait déjà un système qui était bien rodé, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. On n'a pas changé beaucoup de choses, mais on a eu des résultats qui ont été positifs, qui nous ont fait du bien mentalement en termes de groupe. Et c'est sûr que du coup, quand tu entames les lundis avec une victoire à la clé ou autre, tu te poses moins de questions. Et voilà, je pense que surtout on a su progresser sur tout ce qui était défense, et voilà, on sait que les titres se gagnent surtout sur la défense. Donc on l'a prouvé cet après-midi en étant quand même plutôt efficace, et il va falloir essayer de continuer sur cette lancée pour voilà, pouvoir déjà essayer de montrer belle figure à Cardiff dans 3 semaines, et après essayer de s'accrocher en championnat. Ouais, Johan Huget avec Vincent Rattès, notre invité, joueur du Loup. Ouais, salut Vincent, écoute, félicitations. On sait que les finales sont jamais faciles à manœuvrer, surtout à domicile, mais on vous a senti sûr de votre force durant tout le match. Vous avez quasiment jamais douté. Le retour de Léo Berdeux, je pense qu'il vous a apporté un peu plus de, je sais pas, d'un point de vue extérieur, mais assez de sérénité. Il a fait un très gros match aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de son retour, on va dire, au meilleur des moments pour vous?
Non, écoute, c'est vrai que ça a été un petit coup dur il y a 2 semaines quand il s'est blessé. Au final, les examens ont été quand même plutôt rassurants. Il a été ménagé sur les 10 derniers jours. Et c'est sûr que vu j'allais dire son pourcentage au tir au but, c'est quand même un gros défenseur. Donc, et puis il a l'habitude depuis quelques années de jouer avec Baptiste Couillou à la charnière. Donc c'est sûr que c'était plus facile d'avoir des automatismes, même si Martin Méliand est un très très bon joueur derrière. Mais c'est sûr que je pense que ça amène un petit peu de sérénité, et même au niveau de la composition et du banc des remplaçants, ça a simplifié quand même pas mal de choses, vu que derrière on avait quelques pétés. Donc c'est sûr que ça nous a un petit peu fait bien moralement. Ouais. Vincent Rattez, on parle beaucoup de Théo Millet sur Sud Radio depuis le début de la saison. On trouve que au global, on trouve qu'il fait une saison assez exceptionnelle, Théo Millet. Quel est le regard que tu portes sur ton coéquipier 3/4 centre, et est-ce qu'il a selon toi le potentiel pour pourquoi pas faire une tournée avec l'équipe de France cet été? Ça, c'est pas forcément à moi d'y répondre, même si je pense qu'il montre, en tout cas de par sa régularité, qu'il a de très grosses qualités. Après, il y a eu des annonces comme quoi il prendrait aussi des joueurs qu'on fait les finales, les demi-finales, et à ce poste-là, on a beaucoup de chance, on est bien lotis. Donc voilà, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais il y a quand même une rude concurrence. Après, il nous apporte pas mal de régularité. On va dire que il n'est pas forcément très rapide ou autre, mais par contre, il a ce sens de la passe, du timing, qui fait que il arrive à mettre un peu en valeur les joueurs qui sont. Il est même lent, tu dis? Comment? Tu dis qu'il est même lent? Pour l'instant, ça va aller, mais en vieillissant, à mon avis, ça risque de faire 7 km/h. Ouais. Mais du coup, il arrive à. C'est un petit peu notre plaque tournante. Il arrive à mettre en valeur les joueurs autour, et ça fluidifie pas mal la ligne d'attaque, donc c'est bien. Bon, voilà, c'est bien. Et ça s'est bien passé aujourd'hui pour le Loup face au Racing 92. Merci Vincent Rattez d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bonne fin de saison, et surtout le 23 mai à à Cardiff face à Basse. Ouais. Merci Vincent, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On est heureux également d'accueillir Patrick Serrière, ancien capitaine du Racing, champion de France dans les années 90. Salut Patrick, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Quel regard tu portes sur cette défaite du Racing, qui n'a pas réussi à avoir un peu un deuxième souffle dans ce match, finalement? Oui, effectivement. Si je réagis comme Racingman, je reste déçu, puisque c'était l'occasion pour cette équipe qui a loupé sa saison de septembre à, je dirais, février, de se racheter, de terminer sur une finale et peut-être un titre. Donc oui, déçu de ne pas avoir vu un engouement tel qu'on avait pu le voir contre le Stade Français ou contre La Rochelle, tu vois, où les joueurs en sentait devant s'étaient employés parce que peut-être la peur au ventre et envie de se sortir de ce fond du top 14. Et là, on a l'impression qu'ils n'ont pas voulu saisir cette opportunité. Donc, en face de Lyon a su manœuvrer comme il fallait sur un match qui n'a pas atteint non plus des sommets. Si on compare les deux parties qu'on a vues cet après-midi, c'est sûr qu'il y a un écart très important entre les deux premiers du top 14 et puis ceux qui sont ou dans le ventre mou ou plus bas. Donc déçu que nos avants n'aient pas été suffisamment agressifs pour donner des bons ballons à nos trois quarts et faire le devoir. Allez, Philippe Spanghero, petite question pour Patrick Serrière, glorieux ancien du Racing. Ouais, Patrick, bonsoir. C'est vrai que je comprends la déception du côté du Racing, bien sûr, parce que c'est un match de phase finale et qu'on joue les matchs pour les gagner. Après, j'ai l'impression quand même que même si le Racing a fait un bout du chemin, il y avait cette épée de Damoclès du bas de tableau en top 14 qui pesait tellement lourd que inconsciemment peut-être que ça joue dans les têtes pour pas laisser toute l'énergie. On a vu un Racing peut-être moins dominateur sur ses fondamentaux que là où il a construit ses succès pour se remettre un peu la tête à l'endroit en top 14. Est-ce que inconsciemment il n'y a pas ça aussi qui joue encore dans les têtes? Oui, et puis je vais dire une chose et c'est heureux que ça soit comme ça. Ce que je vais te dire, c'est que
les staffs, ils travaillent pour qu'une équipe s'améliore tout au fil de la saison et qu'elle recueille match après match, entraînement après entraînement, le fruit de leur entraînement et de leur match pour arriver en fin de saison très fort. Or, tu peux pas demander au Racing qui s'est entre guillemets vautré toute sa saison pour des raisons que même je n'ai même pas, je veux dire, parce que je suis pas assez impliqué au sein du club, mais qui n'a pas su être à la hauteur des joueurs qu'elle a, et des noms de ces joueurs. Donc je ne peux pas demander sur un match ou sur une fin de saison que les joueurs d'un seul coup se retrouvent. Bah non, de septembre encore je disais, de septembre à février, on les a pas vus. Je dis pas qu'ils ont pas bossé, hein. Les mecs qui bossent, ils sont à l'entraînement, à s'employer et en match, on voit bien que ils essayent de faire le boulot, mais quand tu te loupes ta saison pour un tas de raisons, tu peux pas sur un match d'un seul coup dire avec tous les noms qu'on a, on va faire un super match. Non, tu payes ces manques tout au long d'une saison et tu as du mal à t'en sortir. Donc oui, tu vas réussir je l'espère, à te sortir de la relégation de 13e place. Mais pour accéder à des titres ou à des qualifications en finale, il faut avoir bossé bien et avoir eu des résultats bons toute la saison. Ouais, avoir ce petit plus, voilà, ce supplément d'âme aussi dans les groupes. Et puis parfois, quand les saisons sont pas bien enclenchées, le jour de l'examen final, c'est plus difficile. Bon, merci Patrick Serrière d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et oui, Quentin, tu me disais un truc, non, tu peux le dire. Non, rien. Non. Vas-y, Quentin, dis, je suis loin. Voilà, attention parce qu'il est costaud, Patrick Serrière. Il est costaud, Patrick, attention. Il est très costaud, Patrick. Attention, Quentin, ce que tu vas dire. Alors, si je dois être désagréable, je trouve qu'on a trouvé une photo très vintage. L'ancien maillot du Racing. N'empêche, elle est magnifique, cette photo. Elle est incroyable. Non, mais elle est incroyable, cette photo. Patrick, quand même, juste sur les 4 derniers rendez-vous du Racing, réception de Bayonne, déplacement à Toulouse, réception de Montpellier et déplacement au Loup. Voilà, on sait que on va dire le spectre de la relégation s'est éloigné depuis la victoire contre le Stade Français. Est-ce qu'après ce qu'on a vu aujourd'hui, tu sens capable cette équipe d'aller, pourquoi pas, semer la pagaille un peu dans cette course à la qualif ou pas? Mathématiquement, oui, mais pour être qualifié, il faut que les 6 qui sont devant perdent, et perdent souvent. Donc je pense que c'est un peu utopique. Cela dit, se mettre à l'abri le plus tôt possible, définitivement, parce que il faut quand même avoir un œil sur le rétro. Dans le rétro, se mettre à l'abri dès le prochain match, oui, cette équipe face à Bayonne, ça va être un match sympa parce que c'est 2 équipes qui sont quand même joueuses et sur un terrain qui ne montre que du spectacle, ça peut donner un très beau match qui sera un autre match que celui d'aujourd'hui, je l'espère, pour le Racing. Donc non, il y a de quoi faire quand même encore. Ouais, on le souhaite en tout cas et pour cette fin de saison du Racing. Merci Patrick Serrière d'avoir été avec nous en direct sur Radio et à très bientôt. Bien sûr, le week-end était bien sûr marqué par ces demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup, mais également, Alexandre, par le Seven, le rugby à 7 avec l'étape de Los Angeles. Exactement, avec une étape, alors c'est même pas une étape, c'est les finals, c'est ce qui clôture la saison régulière et ce qui couronne les nations. Ça s'est pas très bien passé pour l'équipe de France en phase de poule. Il y avait les 8 meilleures nations donc qui s'affrontaient chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, c'était un 0/3 avec 3 revers pour l'équipe de France. L'équipe de France qui termine donc à la dernière position de la poule B avec des revers face à l'Australie 33-17, face aux Fidji 22-26. Celui-là, il est plutôt embêtant. Et puis face aux Américaines, 21-5. Et puis chez les garçons, une victoire tout de même, avec ce succès face à la Grande-Bretagne, 24-10. Mais 2 autres revers pour pas grand-chose, face à l'Argentine, 17-12. Et plus embêtant face à l'Afrique du Sud, 19-10. Les Bleus menaient à ce moment-là d'ailleurs 10-0. Ce qui fait que les garçons vont jouer le match pour la 5e place à 11h28, je crois aujourd'hui. Et les filles, le match pour la 7e place à 11h50. Les garçons, ce sera dans quelques... Donc oui, je disais 11h28. Et ce sera... Heure de Los Angeles, pardon, 20h28 heure française. Ce sera face à l'Australie, les filles contre le Japon. Ouais, et pour en parler, bien sûr, il y a l'ONUG Philippe Spanguero, mais il y a Jérôme Daré, notre invité, l'entraîneur des champions olympiques qui est là toujours. Patron des équipes de France. Et patron des équipes de France. Salut Jérôme, merci d'être avec nous en direct de LA.
Salut à tous et merci toujours pour l'invitation sur ce radio, c'est toujours appréciable. Bon, il y a... J'adore le soutien et j'adore l'intérêt que vous portez au rugby à 7. Bon, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'un an, les Bleus marchaient sur Madrid. Ça serait pas renouvelé du côté de LA. Oui, c'est un peu logique aussi. On est dans une transformation, une passation, un petit peu d'héritage. Voilà, il y a un nouveau staff, il y a une nouvelle génération de joueurs. Je pense qu'on est l'équipe qui a le plus changé de braquet. Bon, on est déjà focus sur LA 2028. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur cette notion d'héritage, tout en amenant cette capacité, cette évolution, cette optimisation, cette ambition de vouloir aller de l'avant. Donc on n'a pas trop de temps à perdre non plus, et je crois que c'est un petit jeu stratégique qui se crée aussi maintenant. Voilà, donc on fait une belle saison malgré tout. On est dans le top 8 mondial. Voilà, on a fini 5e de la saison régulière avec cette jeune génération. Et puis aussi, on a la chance de jouer. On a eu la chance de jouer ce grand final qui donne de l'expérience aussi. Ça se passe pas très bien, mais pas de grand chose pour les garçons. Alors les filles, j'en parlerai pas, c'est plus sur la responsabilité de Christophe Reit, mais chez les garçons, voilà, c'est un jeu qui force à l'exigence et au détail, et on a besoin d'apprendre encore ça à cette nouvelle génération qui rentre dans la bataille maintenant. Johan Huget, peut-être pour Jérôme Daré. Au pif, c'est ça? Non, mais parce que je te vois pas, je fais à l'aveugle. Tu sais, à mon âge, j'ai la vue qui baisse. Hein. Non, salut Jérôme, écoute, on a suivi ça, et c'est dommage parce que j'ai l'impression que les tournois s'enchaînent et se ressemblent, ça passe pas à grand chose. Alors soit vous démarrez mal et ensuite j'ai l'impression que vous courez après le score ou le résultat pour vous qualifier, donc vous laissez beaucoup d'énergie. Et là c'est un peu pareil, j'ai l'impression que vous tenez le score un peu face à l'Afrique du Sud, et ce premier match qui lance un peu le tournoi, vous file entre les mains en début de deuxième mi-temps, et vous ne trouvez pas les ressources nécessaires pour revenir. Est-ce que tu penses que c'est de l'expérience qui leur manque, ou simplement le fait de pouvoir jouer ensemble et une expérience collective? Ouais, là, mais c'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que comme je te dis, il y a un nouveau staff et une nouvelle population de joueurs qui arrivent, qui ont besoin d'être... Il y en a qui ont 4 tournois. Hein. Voilà, donc par contre, ils font des choses déjà extrêmement magiques. Donc on se rend compte que rester dans les process, dans les principes de jeu, ça amène beaucoup de bénéfices, sauf que les équipes que l'on joue, qui sont plutôt expérimentées, qui n'ont pas bougé le curseur, elles nous infligent quand même des moments clés, des moments importants sur lesquels ils nous impactent. Voilà, et ça se joue à rien. Le 7, c'est un sport impitoyable pour ça. Malgré tout, on sent que le potentiel est là, on sent qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, on peut faire éclore cette équipe de France de manière solide. Donc voilà, il faut accepter aussi ces moments un petit peu de turbulence. Et moi, pour le parcours que j'ai pu faire avant l'arrivée de Benoît Babi, qui est le nouvel entraîneur maintenant, on a eu quelques pots de banane, quelques cailloux sur la chaussée, quelques taches d'huile qu'ils ont mis dans le ravin aussi. Donc voilà, il faut juste bâtir, continuer à construire. Les choses elles vont continuer forcément à progresser pour l'équipe de France, ça, j'ai aucun doute. Du coup, les Bleus là sont à la bataille pour la 5e place. Au regard de la saison, il y a une certaine forme de logique. Jérôme Daré, c'est aussi le constat que vous faites? Oui, non, mais tout à fait. Après, il faut savoir que sur cette année de transition, c'est pareil. On a aussi ambition de continuer à culturer un peu plus de joueurs. Donc, on travaille bien avec les clubs, et il y a encore des fragilités. Voilà, on a encore besoin de déployer et de convaincre. Même si les Jeux Olympiques ont été une grande réussite, même si l'année dernière Madrid a été une grande réussite. Il y a toujours des réticences en top 14, en Pro D2, chez les clubs? Ouais, alors c'est pas que chez les clubs, c'est aussi un positionnement global qu'il faut bien réfléchir. Un positionnement du rugby à 7 dans notre paysage du rugby français, à l'échelle mondiale aussi. Et on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent encore aussi. Il y a des transformations qui s'opèrent. Donc on a besoin aussi d'avoir une vision alignée à tous les étages sur cette version olympique du rugby telle qu'elle est aujourd'hui, et de ce qu'elle doit devenir derrière, et ce qu'elle peut apporter à notre rugby mondial. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Et il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de bouger encore dans le culture de notre rugby français. Philippe Spanghero pour Jérôme Daré, l'entraîneur, le manager des équipes de France de rugby à 7. Ouais, bonsoir Jérôme. Mais justement, je rebondis sur ce que tu disais, sur ce qui dépasse un peu la France. On a eu un débat ce week-end pour essayer d'analyser un peu les annonces de World Rugby sur la restructuration du championnat mondial, du circuit mondial à 7.
J'ai l'impression quelque part que World Rugby fait un peu marche arrière et veut un peu réduire la voilure en restructurant et en se focalisant vraiment sur les grandes nations. On ne va pas vraiment dans le sens d'une aide au développement, alors que le 7 a quand même... Je trouve que ça ressemble à un sauvetage. Ouais, que beaucoup de pays émergents qu'il faut continuer à soutenir. Donc quelque part, en ramenant ça à la France aussi, est-ce que ça incite vraiment les clubs à vouloir jouer le jeu par rapport à l'avenir de ce rugby à 7 qui peine à se dessiner quand même? Alors, ça a toujours été un petit peu l'histoire du rugby à 7, ça a toujours été un petit peu une histoire où on raconte le futur du rugby. Et aujourd'hui, bien sûr que le format il change, il questionne, mais je pense que le format, c'est pas le plus gros problème, c'est trouver la bonne solution pour attirer des ressources économiques, bien sûr, et pour permettre à ce rugby de continuer à se développer et à explorer et à permettre les évolutions qu'il a amenées aussi au rugby à 15 dans sa globalité. Voilà, donc si on parle du shot clock par exemple, il arrive du rugby à 7, si on parle des règles liées aussi à catcher ou à attraper le relayeur derrière les phases de breakdown, ça vient du rugby à 7 au départ. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont explorées dans cet univers-là. Et je vais pas réexpliquer un petit peu tout ce qu'on a déjà expliqué autour du développement des joueurs, des staffs et potentiellement des arbitres aussi. Donc maintenant, la nouvelle version qui est affichée, je sais pas si elle est bien ou pas bien, sauf qu'elle est réfléchie pour essayer d'optimiser un petit peu l'attrait de nouveaux sponsors, peut-être du broadcast, des médias, pour avoir un éclairage un petit peu plus fort sur ça, en sachant que cette version-là, avec des tournois à 8, réduirait aussi l'amplitude d'un tournoi qui est très énergivore pour les staffs et pour les joueurs. C'est extrêmement difficile quand vous vivez un tournoi de rugby à 7. Donc il y a la notion aussi d'intégrité physique pour les joueurs, il y a la notion aussi de fraîcheur mentale pour les staffs liée à ça, et puis du spectacle que ça procure sur le terrain. Donc quand on voit la réussite de Hong Kong, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus et trouver le bon format. Et aujourd'hui, avec la nouvelle version que vous évoquez là, je pense que ça donne une ouverture quand même à la réflexion et à casser les codes. Aujourd'hui, une équipe qui va se qualifier sur les zones de région, qui passe par le Challenger, qui passe par le SVNS2, peut se retrouver sur les 3 Masters à l'arrivée et être potentiellement une équipe qui gagne les championnats du monde. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ce format, il amène ça. Donc, ça permet de développer tous les étages et peut-être à l'arrivée, si la locomotive génère de la ressource financière à l'arrivée, par infusion, par effet de contagion, permettre à chaque territoire, comme Rugby Europe ou je ne sais pas, moi, Rugby Afrique ou même en Asie, ou des tournois comme le RPL, je ne sais pas si vous connaissez ça, Rugby Premier League est en train de décoller, qui est un tournoi franchisé, va amener beaucoup de ressources aussi et d'opportunités. Donc, je pense que c'est tout ça qui a besoin d'être maturé et d'être mis sur la table et d'être réfléchi. Et je pense que Rugby réfléchit à ça en ce sens. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien, je sais pas, mais je sais qu'au moins il faut changer il faut bouger le curseur, ça c'est sûr. Il n'y a pas la crainte, Jérôme, quand même, de perdre par exemple des Kenyans, de les voir plus que 3 fois par an dans le meilleur des cas. On a vu à Los Angeles sur le terrain annexe avec la tribune qui était remplie avec une ambiance de dingue. Est-ce qu'il y a pas la crainte de se détacher de nations qui sont pourtant des moteurs en termes de public? Ouais, mais les Kenyans, tu peux les retrouver sur les 3 tournois Masters, tu vois, et peut-être avec une appétence différente pour certains focus sponsors si c'est très médiatisé, très impactant en termes de médiatisation aussi. Donc je sais pas, j'ai pas l'évaluation marketing de tout ça, moi. C'est pas mon rôle, mais je sais qu'à partir du moment où on explore une nouvelle version des choses, ça crée de nouvelles opportunités. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Et tu as raison, il y a peut-être un risque, bien évidemment, comme tu l'évoques. Mais moi, je pense que ça peut aussi amener un intérêt fort, voilà, et bousculer, parce qu'on n'est pas sûr d'être dans le top 8 l'année prochaine en tant que nation française. Regardez les États-Unis, qui étaient il n'y a pas si longtemps sur le toit du monde, ils se retrouvent en difficulté aujourd'hui sur le classement, mais avec une opportunité derrière sur les SVNS2 de revenir très vite sur le championnat mondial et continuer à espérer être champion du monde derrière. Jérôme Darey, je ne sais pas. Ouais, Jérôme Darey, quand on est le patron du 7, qu'on est à Los Angeles, comment on suit les résultats de Champions Cup? Parce que tu le sais, l'UBB a battu Toulouse en demi-finale. J'ai vu ça. Ouais. Oui, bien sûr qu'on a suivi ça. Et c'était rigolo parce qu'on était dans la chambre avec quelques Toulousains ou anciens Toulousains et quelques Bordelais.
Donc ça se branchait un peu, mais ouais, c'était un gros match, on a vu ça. Surtout la fin, on n'a pas vu le début. D'accord, voilà. Parce que bon, il y a un petit décalage horaire. Merci en tout cas, Jérôme, d'avoir été avec nous, et on a bien sûr pris note de toutes ces périodes de turbulence et aussi de mutation en cours pour le Seven, qui est un sport. Et puis cet appel au rugby français à poursuivre son engagement qui avait été le sien avant les Jeux Olympiques, et il faut désormais le poursuivre après la médaille d'or. Voilà. C'est ça l'appel de Jérôme Darel aujourd'hui. Tout à fait. La notion d'héritage, c'est très important. Voilà, je pense qu'il y a une vraie stratégie autour de la vision et de ce qu'on veut en faire de cette version olympique du rugby, qui a été un vrai symbole pour les Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Eh bien, on a bien noté en tout cas, et on espère que bien sûr, là tu t'adresses à ta fédération en fait, qui à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien l'entendre, qui croient en ce sport qui est magique, qui est fantastique et qui permet la transformation des personnes de manière exponentielle. On te remercie en tout cas du terme. Ouais. Merci Jérôme, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant sur Sud Radio, il va y avoir le gagnant du jeu, super jeu, Quentin. Pour remporter les places pour aller voir le prochain match du Stade Toulousain dans la loge Sud Radio, 2 places pour assister à cette rencontre entre le Stade Toulousain et le Racing 92. Et puis on ira dans les entrailles du Matmut Atlantique retrouver un des membres du staff girondin, Christophe Le Suc, qui sera avec nous, puisqu'on vous le rappelle, l'UBB est qualifié pour sa première finale de Champions Cup. A tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée jusqu'à 19h, Yoann Huget, Philippe Swanguero, et bien sûr vous au 0826 300 300. C'était d'ailleurs le numéro pour pouvoir jouer avec toi, Quentin, parce que tu avais des cadeaux aujourd'hui. C'était un peu le Père Noël. Exactement, et pour jouer, pour remporter vos 2 places dans la loge VIP Sud Radio pour la prochaine rencontre du Stade de Toulousain face au Racing 92, ce sera le 17 mai. Il fallait répondre à la question suivante. On cherchait un entraîneur qui était passé par le Stade français et qui était désormais sur le banc du Loup Rugby, et c'est Myrène qui nous a appelé et qui a été tirée au sort pour répondre à cette question. Alors Myrène, du coup, quelle était votre réponse? Karim Ghezal. Exactement. Félicitations. C'est gagné. C'est gagné. Félicitations. Et déjà bonjour. Évidemment, je me suis dit, je vous ai pas salué moi. Bonjour, merci à tous. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous sur Sud Radio. Vous irez le voir le match, vous, avec quelqu'un de votre choix? Oui, tous les deux avec mon conjoint. Bon, super. La défaite des Toulousains aujourd'hui? Un peu déçu pour eux. Après, on compte sur eux, donc on soutient, donc il n'y a aucun souci. C'est plus décevant pour eux et puis pour ce qu'ils donnent le reste de l'année. Mais bon, les jeunes sont mis en avant aussi, donc c'est chouette, quoi. Et puis il y a un super état d'esprit, donc c'est principal. Voilà, et puis en plus ils auront envie bien sûr de mieux faire et de terminer en trompe cette saison, donc vous allez voir des Toulousains qui vont vous proposer du grand rugby. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et continuez à écouter Sud Radio bien sûr, puisqu'on a souvent des petits cadeaux comme ça. Ça sera quand le prochain cadeau? La semaine prochaine. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Il est phénoménal. Le prochain cadeau, ça laisse rêver. On vous en dit pas plus, mais le week-end prochain en tout cas, soyez à l'écoute de Sud Radio. C'est un cadeau qu'on n'a jamais fait. Voilà, et c'est vraiment c'est plus qu'un cadeau, c'est une expérience de vie, monsieur. Voilà. Bon, ok, super. Yoann, ça te donne envie de jouer, je suis sûr. Non, alors lui, il a peut-être déjà vécu cette expérience. Yoann, il n'y a qu'un seul jeu qui l'intéresse. Ouais, je suis concentré là, monsieur. Déjà, j'ai basculé. Vous voyez, je suis dans ma bulle, donc laissez-moi tranquille. Et j'attends le générique. Allez, avec nous en direct sur Sud Radio, je ne sais pas s'il est dans le vestiaire ou quelque part autour du stade, c'est Christophe Le Suc, entraîneur de la défense de l'Union Bordeaux-Bègles, et j'imagine aujourd'hui heureux de cette qualification pour la finale, la première de l'UBB en Champions Cup. Salut Christophe, merci d'être avec nous en direct. Salut François, salut à tous. Ouais, ça y est, t'as mangé la pizza dans le vestiaire? Ouais, pizza, comme d'hab. La petite bière, on n'a plus droit, mais on la boit quand même, la petite bière de la victoire, et puis voilà. Bon, l'ambiance était comment? Parce que c'est quand même un grand moment pour cette équipe, et voilà, notamment après 10 mois après la finale perdue à Marseille. Oui, c'est un grand moment pour les joueurs, c'est un grand moment pour l'histoire du club, pour tout. Vous savez, on ne bat pas tous les jours le Stade Toulousain sur une demi-finale d'une compétition majeure, donc c'est la première pour l'UBB. On connaît notre dernière finale contre le Stade Toulousain, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation, et il nous tarde tous d'être à Cardiff pour cette finale, et ça sera encore un très grand moment pour ce jeune homme.
Johan Huget avec Christophe Lossuc. Ouais, ben déjà félicitations, ils ont sorti vraiment une très belle partie. Tous les gros joueurs ont été au rendez-vous. La cible Meafou a bien été prise en charge par la défense de l'UBB. Voilà, ils ont pris le match par le bon bout et j'ai l'impression qu'ils ont, mis à part une deux fois où le stade aurait pu revenir, mais ils n'ont jamais douté dans ce match. Non, on a été solidaires. Il y a eu on sait tous un peu ce que c'est. Il y a une espèce d'euphorie des fois qui arrive sur certains matchs où j'ai l'impression que les joueurs ont ressenti ça, cette espèce d'euphorie collective où tu sens qu'il peut rien t'arriver, où il y a toujours quelqu'un pour rattraper une erreur d'un autre parce que tout n'est pas parfait sur ce match. Tu l'as dit, on a été breaké quelques fois autour des rugs, des choses comme ça, mais à chaque fois il y avait quelque chose pour rattraper, il y avait toujours quelqu'un pour gratter un rug un peu dangereux parce franchement on a souffert, hein. On a souffert à 14 quand on était juste, je sais plus combien il y avait au score, 18-11, même à 25-11, ils ont eu 2-3 situations compliquées sur notre ligne, mais malgré tout, on sentait que ça allait passer. Il y avait toujours quelqu'un pour rattraper, il y avait toujours un contre-rug qui fonctionnait, il y avait toujours quelque chose. Et après, la qualité de nos joueurs laissait encore le début barré qui est incroyable. Après, un premier essai sur contre-attaque qui est très beau aussi. Donc ça, on est habitué. Je dis, on a la chance d'entraîner des joueurs de très très haut niveau international et on sait que quand on est capable de les alimenter en bonne munition, ils sont capables de faire des choses incroyables. Philippe Sanguero avec Christophe Lossuc, entraîneur de la défense de l'UBB. Ouais, Christophe, bonsoir. Félicitations d'abord parce que c'est quand même un grand match et une étape importante dans la construction de votre club. On a l'impression que les consignes ont été appliquées à la lettre, que c'était assez clinique, donc avec la victoire, on peut se permettre d'être un peu critique. Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire aujourd'hui? Parce qu'honnêtement, on se pose la question. Et puis, il y a, deuxième question, pardon, mais il y a cette gestion des débuts de deuxième période qui était toujours un peu délicate. Est-ce qu'il y avait un focus particulier sur ce moment-là du match à l'entame? Non, après, faut pas tout expliquer. Quand on gagne, laisser deux billets barrés. Moi, je m'occupe des réceptions de coups d'envoi. Là, c'est pas une combinaison qu'on travaille. Le duel, le numéro Mathieu Jalibert, Bielbarré, Pizzamou qui finit entre les poteaux, qui nous donne 7 points. C'est un vrai coup de poignard pour les Toulousains. Ça, c'est pas quelque chose qu'on travaille. Je le disais tout à l'heure. On a quand même la chance d'avoir des joueurs qui ont un talent exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Ils nous ont perturbés sur leur premier coup d'envoi au milieu du terrain. On n'était pas forcément préparé à ça. On les a pas forcément très bien négociés. Je crois qu'il y a des pertes de balles un peu rapides en début de match. On est en retard sur beaucoup de rucks. Je crois qu'on est sanctionné sur les 3-4 premiers rucks. Et ça, c'est pas un signe de bonne santé en général. Et là-dessus, je crois que ça a été la clé du match. C'est-à-dire que les premiers rucks, on a été en retard, on a été à la faute et on a bien rectifié le tir. Et j'ai senti que petit à petit, on prenait le pas sur les Toulousains dans les rucks, justement. Et nos rucks offensifs ont été mieux, nous ont permis de marquer, de conserver. Et surtout, j'ai l'impression qu'on les a surtout étouffés offensivement en mettant beaucoup de pression dans ces rucks. Je les ai sentis un peu balbutier, être sous pression, faire des fautes de main, des turnovers un peu faciles. Et ça, je pense que c'est le travail qui a été fait par nos joueurs dans les rucks a été vraiment la clé du succès aujourd'hui et vraiment la clé de cette victoire. Alexandre Priam avec Christophe Lossuc avec nous en direct. Hein. T'es où là, Christophe? T'es autour du stade? T'es où? T'es à la réception? Je suis autour du stade en attendant d'aller à la réception. Eh ben, c'est sympa de prendre quelques minutes avec nous en direct sur Sud Radio. Alexandre Priam. Oui, je voulais revenir justement sur le jeu au sol. Les 3 premiers rucks sont pas dans votre sens, effectivement, Christophe, mais sur la suite, vous volez 9 ballons aux Toulousains. Comment vous expliquez cette réussite que vous avez eue ensuite dans la rencontre sur ce point-là? Le ruck, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Tout le monde travaille en ce sens et des fois, c'est ce que je disais, il y a un peu un état euphorique, une condition physique, une espèce d'état d'esprit qui fait qu'on est souvent en avance sur l'adversaire. Et autant au début de match, on était souvent en retard, mais ça se joue à rien, un ruck. Ça se joue à une demi-seconde, une seconde. Et c'est une phase de jeu qui est très critiquable et très critiquée parce que la décision de l'arbitre, elle est très souvent aussi... c'est des décisions très rapides aussi parce que ça se joue à peu de choses entre j'ai touché, j'ai relâché, j'ai pas relâché, j'ai attaqué le ballon, j'ai attaqué le main. C'est une phase de jeu qui va très vite. Et ce petit plus d'état d'esprit aujourd'hui nous a permis d'être
souvent cette petite seconde d'avance, justement, de contester ces ballons qui nous ont fait un bien énorme. Je repense à des images où Bentamé Founa conteste 2-3 rucks d'affilée. Il y a Arthur Retière qui fait un contre-ruck qui fait beaucoup de bien en fin de match. Et j'ai l'impression que ces contre-rucks ont petit à petit fait tourner le match, parce que c'est un geste qui est à la fois répété, qui est à la fois connu, mais qui a une incidence énorme entre une pénalité contre nous, parce que le gratteur sort pas, le plaqueur sort pas, le gratteur met les mains au sol, et qui peut donner une peine à touche, une occasion d'essai, et justement récupérer une pénalité parce qu'on a un peu ce petit temps d'avance et se retrouver avec une possession dans le camp adverse. L'incidence de ces gestes, elle est quand même énorme. Et aujourd'hui, il y a peut-être eu, j'ai pas les stats encore, mais il y a peut-être eu 300 rucks aujourd'hui en match comme ça. Donc, mais c'est souvent ça qui fait basculer les matchs dans le rugby actuel. On se focalise souvent beaucoup sur les sauteurs, ils passent des heures à faire des touches. Mais aujourd'hui, il y a 10 touches dans un match, il y a quand même 300 rucks. Donc ça quand même jeu au pied et ruck, ça quand même c'est quand même des phases de jeu qui ont une part prépondérante dans les résultats du rugby aujourd'hui, et aujourd'hui je pense qu'on a été dominateur, et ça explique beaucoup de choses souvent. Ouais, dernière petite question, Christophe, on te relâche. Northampton, voilà, c'est une équipe qui a surpris en allant s'imposer au Leinster. Ça sera l'adversaire à Cardiff. Une belle équipe aussi, un bon entraîneur que je connais bien, avec qui j'ai joué, et je suis heureux pour lui déjà. Sam Vesti, ouais, un bon mec, je suis content de le retrouver déjà, et c'est une équipe qui joue bien, qui a un rugby positif. Moi je suis fan d'eux parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme, parce que le Leinster, on le sait, c'est une fausse province, c'est une équipe d'internationaux irlandais renforcés par des stars mondiales qui jouent 10 matchs par an, et honnêtement on a un peu marre de les voir toujours là en gérant leur effectif. Ils ont pas un championnat comme nous. Northampton, ils jouent comme nous, un championnat qui est long, c'est un club, c'est pas une province, et je trouve que je suis heureux honnêtement, on était heureux hier qu'ils gagnent ce match, et je suis très heureux de les retrouver. Voilà, eh bien on est heureux pour vous aussi, parce que c'est un club français, et c'est une première. Ça sera le 24 mai. Merci Christophe Le Suc, et bonne soirée ce soir, quand même savouré avant de repartir au boulot à l'UBB. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio.